Nous allons donc commencer cette séance de communication libre. Et la première communication, c'est notre secrétaire annuel Jacques Caton de Lyon qui va la faire avec Patrick Papin et Berthonaud. Et il s'agit de la chirurgie prothétique de la hanche et du genou, évolution et perspective, et qui sera commentée par Jean-Pierre Courbier. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues et amis, il y a eu un arrêté qui est paru au mois de novembre, et je pense que, enfin c'est un décret plutôt, c'est un décret de 2015, du 19 novembre, qui est relatif à la promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions de santé, et qui concerne en fait une espèce de régulation territoriale qui serait confiée sur le plan territorial aux agences régionales de santé. Donc vous voyez arriver les problèmes, savoir pourquoi dans quelle région on fait plus d'actes, moins d'actes, etc. Donc il nous a semblé important, pour répondre par anticipation et puis pour avoir les informations, d'essayer de faire le point sur l'évolution, entre autres, du nombre de prothèses de hanche et du genou sur 10 ans en France, entre 2005 et 2014. Et je fais ça avec Patrice Papin, qui était président du syndicat des orthopédistes, Éric Berthonaud, qui était épidémiologiste à l'hôpital de Villefranche, et puis deux collègues, Thierry Rastanian, pharmacien, Régis Verdier, également épidémiologiste. Donc on trouve maintenant ces données sur le web ou sur le cloud, avec les données bien sûr des PMSI, de la CCM, enfin beaucoup d'acronymes que vous connaissez, les données du SNIRAM qui sont les données de l'assurance maladie. Il est évident que ces données ont fait suite à des gens dont on a l'habitude de dire qu'ils ont eu à la fois les défauts des Américains et les défauts des Français, c'est-à-dire nos amis canadiens, et qui étaient déjà bien branchés sur des publications de données au Canada. Donc il y a beaucoup de données qu'on trouve sur Internet, mais faut-il encore les exploiter, en sachant que l'ATIH, qui est l'agence technique d'information hospitalière à la fois publique et privée, est une agence qui est à Lyon et qui a été ouverte il y a une dizaine d'années et qui recense les actes de l'assurance maladie. Alors je vais commencer par la hanche. Il est intéressant de voir l'évolution du nombre d'actes au niveau de la CCM qui est la classification commune des actes médicaux, qui existe depuis une dizaine d'années. Et comme vous le voyez, les prothèses de hanche n'ont cessé d'augmenter en France, puisque nous sommes passés de 117 000 prothèses, en 2005, de 130 000 prothèses, à, en 2014, 159 000 prothèses, avec des chiffres qui sont déjà relativement intéressants et qu'on commentera tout au long de cette communication. D'une part, il est intéressant de voir que, au fond, les prothèses intermédiaires pour les fractures du col du fémur n'évoluent pas beaucoup, contrairement à ce qu'on pouvait suspecter avec le vieillissement de la population. Par contre, il y a beaucoup plus de prothèses de première intention. Les changements de prothèses vont en diminuant, ce qui sous-entend que les patients sont de mieux en mieux opérés et que les implants sont de plus en plus fiables. Les reposes pour infection qui concernent 0,3% du total de ces prothèses de hanche, et puis le nombre de luxations que je commenterai et qui va en diminuant, puisqu'il est passé de quasiment 12 000 en 2005 à près de 10 000 en 2014. Alors vous voyez ici l'augmentation du nombre de prothèses avec les années, et j'ai mis en parallèle l'évolution de la démographie en France, pour voir s'il y avait un parallélisme entre ces deux courbes, c'est-à-dire avec l'évolution de la population et l'évolution du nombre de prothèses. Vous voyez ici, en dessous, en jaune, c'est la progression de la population des patients de moins de 65 ans. Donc vous voyez que finalement, cette progression n'est pas très importante, et l'évolution du nombre de prothèses est beaucoup plus importante que l'évolution du nombre de patients âgés, ce qui sous-entend que les gens vivent de plus en plus vieux, certes, mais
qui vont surtout développer des arthroses tardivement. Alors, vous voyez, le pourcentage de reprise a également diminué de façon importante. Dans ma tête, il y a plus de 20 ans, la Société française d'orthopédie avait fait une enquête et le chiffre de 12% était resté un petit peu dans ma tête. En fait, je pense qu'il était un peu plus complexe et un peu plus important que cela. Et vous voyez qu'en 10 ans, la diminution du nombre de reprises de prothèses totales de hanche en France, ce qui sous-entend meilleures interventions, plus grande longévité des implants, meilleure qualité des implants. Et en parallèle, ce qui vient renforcer mon commentaire, c'est que les chirurgiens orthopédistes qui remplissent le registre français d'ASOFCODE, qui malheureusement n'est pas suffisamment rempli, néanmoins, ont un pourcentage de reprises qui est un peu moins important. C'est des chirurgiens qui sont beaucoup plus spécialisés dans la chirurgie prothétique et beaucoup plus motivés. Le taux de luxation en France, et ça c'est très important parce que c'est une vraie donnée socio-économique, diminue de façon importante et je vous expliquerai pourquoi elle diminue. Vous voyez qu'en 2005, elle était à 9% et on a gagné 3% de luxation, ce qui veut dire 3% d'hospitalisation, 1,5% de réintervention chirurgicale, etc. Ce sont des économies très importantes par rapport aux chiffres de 2005. Et si l'on met en parallèle ces deux courbes en les superposant, vous voyez que les courbes de reprise versus les courbes de luxation vont décrescendo. Ce qui est intéressant aussi également, enfin c'est des termes un peu compliqués parce qu'il faut aller chercher tout ça sur les données de l'assurance maladie, il faut déjà s'habituer à ce que c'est que la racine 0,8C48, le GHS qui est le groupe homogène de séjour, etc. Donc c'est un vrai travail d'épidémiologiste. Et on voit si on regarde que la durée moyenne de séjour diminue, entre 2009 et 2014, vous voyez, on a gagné 1 jour et demi. Le nombre de décès diminue en pourcentage, on est passé de 0,22 à 0,14% de décès, avec un âge qui est à peu près constant, discrètement en augmentation, qui est l'âge de mise en place d'une prothèse totale de hanche de première intention. L'étiologie qui a motivé la mise en place de ces prothèses est essentiellement la coxarthrose. Vous voyez que ça représente 94% des étiologies, mais dans la coxarthrose, il y a les coxarthroses primaires, les dysplasies de hanche qui sont des séquelles de luxation congénitale ou de malformation à la naissance, qui, avec le dépistage, vont diminuant, mais néanmoins, il y en a encore quand même 3,5%. Les coxarthroses secondaires à un certain nombre de pathologies inflammatoires, et puis les coxarthroses post-traumatiques, qui ne sont pas non plus très très importantes. L'ostéonécrose de hanche, dont l'étiologie principale est l'alcoolisme, et puis ensuite l'ostéonécrose, les traitements corticoïdes, je veux dire, vous voyez, c'est pas très important, c'est à peu près 3% de la population. Les pathologies tumorales, je n'ai pas mis le pourcentage, mais le nombre de patients opérés, de même en ce qui concerne les luxations congénitales, avec des stades plus importants. Les fractures du col du fémur sont tout à fait intéressantes et on vivait dans l'idée, la population vieillissant, il y aurait de plus en plus de fractures du col et de plus en plus de prothèses. Est-ce que c'est vrai? Alors, vous voyez le nombre de fractures du fémur en 2013, 105 000 fractures, mais ces fractures du fémur, hein, c'est le codage de l'assurance maladie et de la CCM. Donc, mais là-dedans, il y a les fractures du col du fémur, les fractures du trochanter, c'est pas très précis. On ne sait jamais si c'est des fractures cervico-trochantériennes ou des fractures du grand trochanter isolé, il y a le même numéro de code, et puis les fractures sous-trochantériennes. De tout ça, il ressort que 1/3 des fractures du fémur sont opérées en France avec la mise en place d'une arthroplastie de hanche. Et quand je dis arthroplastie, c'est à la fois les arthroplasties totales et les arthroplasties dites intermédiaires avec les prothèses unies au bipolaire. En ce qui concerne les prothèses de hanche post-traumatiques, pour traumatisme récent, l'évolution sur 5 ans montre également une diminution de la DMS dans les fractures du col, ça veut dire que les patients sont de mieux en mieux pris en charge, avec un âge qui va un petit peu en augmentant, des décès qui vont en diminuant, et vous voyez le nombre de prothèses dont je vous ai parlé, qui représente 35 000 prothèses à peu près sur 100 000 fractures du fémur. Le niveau de sévérité des groupes homogènes de séjour. Alors les groupes homogènes de séjour, autrefois il y en avait deux, il y avait les malades graves et les malades pas graves, en gros, je caricature. Et
quand on faisait le codage des actes, surtout en privé, étant donné que le codage des malades graves était un peu mieux payé à l'établissement ou dans le public, c'est la même chose, et je ne vois pas pourquoi je dis dans le privé, même chose dans le public et dans le privé, on avait plutôt tendance à aggraver un peu les pathologies. L'assurance maladie, pour essayer de faire des économies, est passée de 2 à 4 groupes homogènes de séjour, en complexifiant beaucoup. Et vous voyez que, par exemple, pour l'effectif 4, donc tout ça à budget constant, hein, c'est-à-dire qu'on a diminué le prix du GHS du stade 1 pour augmenter celui du stade 4 pour arriver à un même niveau de dépenses. Et vous voyez que le nombre par exemple, de moyens de diagnostic associés, c'est la ligne du bas pour les patients. Dans le groupe 1, c'est 1,6. Par exemple, l'hypertension ou le diabète, par exemple. Et ici, il y en a quand même, diagnostic associé en 2014, il y en a 11. Donc, vous voyez, c'est des pathologies, quand même, qui sont relativement sévères pour les patients. Et on s'en ressent un petit peu sur la mortalité, puisque le pourcentage de décès dans le groupe 1 est à 1 à 2%. Vous voyez, avec une évolution, on est passé de 2,6 à 1,5. Et par contre, dans le groupe 4, on a 15% pratiquement 16% de décès. Les types de prothèses de hanche, je vous ai un peu mis là, pour ceux qui ne sont pas habitués à la chirurgie orthopédique, pour essayer de comprendre un petit peu, là vous avez la prothèse cimentée, première prothèse moderne, un peu de type Charnley, cotyle en polyéthylène cimenté, tèche cimentée, prothèse de choix comme était à Cochin, les prothèses sans ciment avec la céramique qui a été inventée en France par Boutin il y a plus de 40 ans, les prothèses, ici encore une prothèse sans ciment avec un cotyle à double mobilité, et dont je vous ai parlé ici il y a quelques mois, et puis les prothèses dites de reprise, plus ou moins modulaires, plus ou moins complexes. Alors, si l'on regarde un petit peu la distribution de ces éléments, on voit par exemple que pour les cotyles, ce qui est intéressant, c'est de voir la distribution entre le privé et le public. On a essayé de faire ça pour voir un petit peu. Donc il y a un peu plus dans le privé de cotyles metalback, et dans le public, il y a un peu plus de cotyles scellés. Les cotyles monoblocs, les prothèses monoblocs, c'est un peu... Enfin, les cotyles monoblocs, c'est la même chose également. Un petit peu plus dans le public que dans le privé. Donc, c'est pour voir un petit peu la répartition. Quand on fait les coûts, effectivement, la prothèse, le cotyle metalback, c'est un peu plus cher que le cotyle tout polyéthylène. Et actuellement, il y a de grosses discussions avec le CEPS, qui est le Comité économique des produits de santé, puisque... l'État a demandé à l'assurance maladie de faire 3 milliards d'économies, dont quasiment 1 milliard sur les implants. On est en train vient de baisser par un arrêté paru hier de 12% le prix des prothèses, hanches et genoux. Les inserts, c'est un petit peu la même chose, avec la répartition, soit les inserts en céramique, en polymère massif et les alliages métalliques. Vous voyez un petit peu la répartition entre le public et le privé. Toujours pareil, un petit peu plus de céramique dans le privé que dans le public. Et les coûts, bien sûr, sont un petit peu différents. Un jour, fera-t-on le ménage sur ces coûts? Je ne sais pas. La même chose pour les têtes. Vous pouvez avoir soit des têtes métalliques, soit des têtes céramiques. Vous avez ici toute la description de ces différentes têtes. Et vous avez la distribution entre le public et le privé. C'est à peu près réparti, là, un petit peu plus dans le privé que dans le public sur certains éléments, comme les têtes avec un peu particulières. Les tiges, c'est un petit peu la même chose. Donc vous avez soit des tiges cimentées, soit des tiges non cimentées. Bien que les tiges cimentées donnent d'excellents résultats, aussi bons que les tiges sans ciment aujourd'hui, on voit une désaffection, en France tout au moins, pour les tiges cimentées, ce qui, à mon avis, est un recul qui est un peu dommageable. Et j'ai assisté cette semaine à un congrès en Inde où un Australien est venu faire vanter les mérites de la prothèse cimentée versus la prothèse sans ciment, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même un peu moins de complications à long terme. Mais enfin, en France, vous voyez qu'aujourd'hui, la tendance est en train de s'inverser, comme pour les États-Unis, c'est-à-dire qu'on a en gros 2 fois plus de prothèses, même un peu plus, de prothèses non cimentées par rapport aux prothèses cimentées. Je pense que Jean-Pierre Courpier, dans son commentaire, peut-être parlera de cela. En ce qui concerne le genou, voilà les différentes prothèses du genou qui sont sur le marché. Vous avez la prothèse unique compartimentale, la prothèse totale qu'on appelle tricompartimentale, il manque la rotule, là bien sûr, avec une tige standard, avec une tige un petit peu longue sans ciment, les prothèses de reprise que vous voyez ici, plus ou moins complexes.
Bien sûr, plus on va vers la droite, plus c'est cher. Donc vous avez ici la répartition, et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution du nombre de prothèses du genou, et vous voyez qu'on arrive quasiment en 2014 à près de 100 000 prothèses du genou, c'est-à-dire qu'on a une augmentation en 10 ans de 75% du nombre de prothèses du genou, ce qui est un chiffre tout à fait intéressant et qu'on commentera. Donc vous avez ici l'évolution graphique du nombre de prothèses du genou sur 10 ans, avec la comparaison par rapport aux courbes de la population. Donc vous voyez que le nombre de prothèses du genou augmente plus rapidement qu'au niveau de que le vieillissement de la population française. Je pense qu'on avait un certain retard. Aujourd'hui, les prothèses sont beaucoup plus fiables et il y a beaucoup plus de prothèses, puis la demande des patients est de plus en plus importante. Alors, la même chose que pour la hanche, vous avez ici la durée moyenne de séjour qui a bien diminué en 5 ans. Vous voyez, on est passé de presque 10 jours à 8 jours. Les décès ne sont pas très importants, ils sont moins de 1%. Et puis vous avez la répartition entre les prothèses tri, les prothèses charnières ou les prothèses unies compartimentales. Alors, les révisions de prothèses. Vous avez ici le taux de révision global. Vous voyez que le taux de révision en rouge, là, sur cette courbe, n'est pas très important. J'ai essayé de comparer le taux de révision d'une prothèse tri-compartimentale avec le taux de révision d'une prothèse unicompartimentale. Là, c'est pareil, les codages sont pas très bons, parce qu'on a un codage qui s'appelle changement de prothèse unie. Alors, on ne sait pas si on change un élément, on ne sait pas pourquoi on la change. Donc, vous voyez, changement de prothèse unie, on est passé de 2,7% à 1,7% en 10 ans. Et en ce qui concerne les révisions, c'est-à-dire les changements de prothèse totale, on est passé de 8% à 6,75%. Par contre, il y a un autre codage, alors ça s'appelle prothèse tricompartimentale après prothèse unicompartimentale. Alors on ne sait pas si on l'a mise parce que la prothèse a été défaillante ou c'est parce que c'est l'évolution de l'arthrose au bout de 15 ans qui fait que l'autre compartiment est atteint et qu'on est obligé de totaliser complètement ce genou. Quoi qu'il en soit, on voit cette évolution ici avec un pourcentage qui va en diminuant puisqu'il était de 14% en 2005 et on est passé à 11,74% en 2014 en 10 ans. Et là, je vous ai superposé les courbes également, vous voyez, qui vont en diminuant, changement de tri, ici, le changement de prothèse totale, ça c'est les tri compartimentales, après il y a unicompartimentales, et ça c'est les changements de prothèse unicompartimentale. Comment se situe-t-on par rapport à l'Europe ? Alors, en ce qui concerne par rapport au monde entier, d'ailleurs, c'est les statistiques de l'OCDE, vous avez ici le taux global de prothèses de hanche pour 100 000 habitants dans les populations de l'OCDE. Vous voyez qu'en France, on se situe en haut de la fourchette. En ce qui concerne, par contre, le genou, on est quand même très en retard, encore, enfin, à mon avis. Et vous voyez ici, vous avez le taux qui est de 119 pour 100 000 habitants. Et la France se situe ici, ben, par exemple, par rapport à l'Allemagne, on est quand même assez en retard. Est-ce que les populations françaises et allemandes sont très différentes en ce qui concerne l'arthrose du genou? Je n'en suis pas sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est de nous comparer par rapport aux États-Unis. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais effaré de voir la facilité avec laquelle on mettait des prothèses du genou chez les Américains. Des fois, on se disait, moi là, j'aurais fait une minicectomie et on voyait des malades avec une radio de prothèse. Donc, on se disait, bon, est-ce que c'est une évolution normale? En fait, je crois qu'on évolue tous vers beaucoup plus de prothèses avec des prothèses plus fiables. Et j'ai essayé de voir le taux global de prothèses, genoux plus hanches, chez les Américains, chez les Français. J'ai additionné les genoux et les hanches en sachant qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de genoux que de hanches et qu'en France, il y a beaucoup plus de hanches que de genoux. Je pense que c'est des caractéristiques de population avec des éléments génétiques. Et vous voyez que c'est 0,3%, en gros, le nombre total de prothèses ici. J'ai un peu réactualisé là, en 2011, 0,4, et presque 0,4% aussi. Avec une durée moyenne de séjour aux États-Unis qui est à 4 jours. Alors, quelles sont les tendances? Ça, c'est un peu les statistiques de l'OCDE. Vous avez ici la tendance générale de l'OCDE. Vous avez ici la France en ce qui concerne la tendance au niveau des prothèses de hanche. Et vous voyez qu'au niveau des prothèses du genou, pour l'instant, on est encore dans la normalité de la moyenne de l'OCDE. Mais si l'on regarde les prothèses du genou versus prothèses de hanche, on voit quand même que ça va en augmentant.
Et si, j'ai presque fini, hein, et l'évolution va se faire. Alors vous voyez, en France, il y a 2300 prothèses de hanche hors fracture par an sur les 5 dernières années en plus, et en genou, c'est plus 5000 par an. Et on arrive quasiment à 100 000 prothèses du genou. Et je pense que si ces courbes se maintiennent, le nombre de prothèses de hanche en fracture sera égal à celui du genou dans les années 2017-2018, c'est-à-dire demain. Alors, on peut s'interroger un peu sur l'état de la France. Est-ce qu'il y a un nombre plus important de reprises? Non, on a une diminution. La DMS longue, non. On est un petit peu en retard peut-être par rapport aux Américains, mais on est en train de diminuer fortement. Des pratiques sur le type d'implant plus coûteux, public-privé, c'est un peu difficile aujourd'hui de discuter de cela de façon très fine. Quelles sont les motivations? Est-ce que les patients sont toujours les mêmes? Et puis, la spécificité française, la double mobilité. Je vous ai expliqué les avantages de la double mobilité, qui est une seconde révolution française dans le domaine de la prothèse de hanche. Et vous voyez qu'avec l'utilisation plus large en France de la double mobilité, on a réduit de 3% le taux de luxation, ce qui est un score et ce qui est très important sur le plan médico-économique pour l'assurance maladie. Et voilà une petite vision de Lyon le 8 décembre avec cette projection de visage lors... Et il y avait également le défilé des noms des victimes du 13 novembre. Je trouvais cette photo très belle et je vous en fais profiter. Merci. Bien, merci Jacques de nous avoir confirmé par les chiffres une tendance que l'on pressentait, et on va demander à Jean-Pierre Courpier de nous commenter ces chiffres. Je n'ai pas d'image. Hein. Quelques commentaires. Oui, d'abord, je remercie bien sûr Jacques Caton et ses co-auteur de cette présentation très rigoureuse, très chiffrée. Alors évidemment, je ne vais pas commenter tous les chiffres, parce que je trouve qu'il y en avait beaucoup. On peut retenir, bien sûr, on l'a dit, mais c'est bien de resituer quelques grosses choses, c'est le développement connu et qui se poursuit des prothèses articulaires. Là, on a parlé hanches et de genoux, mais c'est aussi pour l'épaule. Vous avez vu les chiffres, les hanches, c'est un peu plus de 110 000 par an, première intention. Les genoux, première intention, par an, 95 000. Les deux courbes vont bientôt se croiser l'année prochaine, peut-être, d'après ce qu'on peut penser. C'est assez intéressant. Les genoux vont passer devant les hanches. À ce sujet, tu as comparé un petit peu avec les États-Unis. Les États-Unis, on pense qu'au point de vue épidémiologique, l'avancée des genoux aux États-Unis avant qu'elle se fasse en Europe, c'est lié notamment au surpoids. Parce que la coxarthrose, elle n'est pas liée ou très très peu à l'obésité, alors que l'arthrose de genou, elle est liée directement à l'obésité. Et le surpoids américain, global et moyen, évidemment, fait certainement que ceci explique cela, mais on les rejoint quand même, tout simplement parce qu'on a une population aussi qui vieillit, qui est aussi de plus en plus lourde, et les gens veulent plus d'autonomie, etc., bien sûr. Donc c'est quand même très intéressant de voir ces résultats. Autre chose utile, c'est la non-augmentation, même la diminution en pourcentage. Vous avez vu des reprises, donc des échecs de ces prothèses articulaires. C'est évidemment intéressant parce que ça veut dire, comme l'a dit Jacques, qu'il y a vraisemblablement et l'amélioration des dispositifs médicaux implantables et l'amélioration de la chirurgie ou des qualités de la chirurgie en tous les cas. Donc ça, c'est des choses qu'il faut noter. Ce qui est frappant dans l'étude, pour moi, c'est de très grand nombre de données. Vous avez vu, il y a des chiffres, plein, bon, qui sont obtenus à partir de la sécurité sociale. Et ça semble une source inépuisable. Alors, à ce sujet, je commence ces questions, j'en ai deux. La première question, c'est quelle est la facilité d'accès à ces données? Parce qu'ils sont théoriquement ouvertes, on va dire au public, je crois, enfin, il faudra préciser, pas tout à fait, justement, c'est particulier. Et est-ce qu'il faut être effectivement un épidémiologiste de haut niveau, statisticien de haut niveau, et ça pour les voir, pour les regarder, pour y accéder? Donc c'est la première question, c'est l'accès à ces données de la sécurité sociale. Et une autre question qui va avec à côté, c'est jusqu'à quel point c'est précis? Est-ce qu'on peut suivre un implant avec les données de la sécurité sociale? C'est-à-dire, on sait qu'on a mis une prothèse X chez un monsieur Y qui va être anonymisé, mais enfin on les suit. La Sécu, c'est très bien, théoriquement. Il y a les numéros de sécurité sociale, il y a tout, on peut suivre normalement. On a une prothèse qui est mise chez monsieur machin, on doit pouvoir voir, avec les données de la Sécu, je crois, 5 ans après, mettons, si elle est reprise, si elle est virée. Parce qu'on peut suivre, en tous les cas,
hors anonymat, ou enfin bon, il y a un problème avec l'anonymat, mais normalement on a toutes les données, donc une précision sur l'anonymat et sur la précision possible de suivi d'un implant, parce que le but des registres en général, hein, c'est de voir la qualité des implants. C'est de savoir si une prothèse nouvelle, si 5 ans après, 80% ont été reprises, on peut dire, eh ben non, il ne faut plus mettre cet implant. Donc c'est très très important. Et c'est ma dernière question, c'est que si on a toutes ces données en France sur par la Sécu, pourquoi est-ce qu'on s'ennuie? Moi, je l'ai fait le premier quand je m'occupais de la Sofcote, il y a 10 ans. On s'ennuie à créer des registres. On n'y arrive pas parce que c'est pas exhaustif. Les chirurgiens ne les remplissent pas, parce que ça les emmerde, ils n'ont pas le temps, c'est gratuit, enfin, ou c'est pas payé, comme on veut. Bon, donc les registres, ça marche pas bien. Ça marche bien dans certains pays nordiques où les gens sont comme ça. Chez nous, non. Aux États-Unis, c'est pareil, c'est le BIMS, parce qu'il y a des petits registres pour un endroit, bon, etc. Nous, on a une chance folle, c'est d'avoir la sécurité sociale qui, normalement, prend, je ne sais pas, 99,5% des opérations en France, je pense, notamment, bien sûr, des implants orthopédiques, et qui devrait nous aider. Donc, est-ce que cette sécu, on ne pourrait pas faire plus avec elle? J'ai essayé, je ne suis pas arrivé, mais voilà, je repasse le ballon. Je me souviens d'une direction, la direction générale de la santé, de la sécurité sociale, en disant ça serait bien de faire un registre des prothèses, etc. Et pourquoi donc? Pour voir si les implants ils déconnent très vite, on s'en rendra compte plus vite, etc. Ah oui, mais la sécurité sociale n'est pas là pour porter des jugements de valeur. Voilà ce que nous avait dit, ce qu'on m'avait dit, il y a 7-8 ans. Ah, est-ce que ça a changé ou pas? Donc, d'accord. Ma question, c'est le 3, quoi. Merci. Je remercie mon ami Jean-Pierre Courpier pour ces questions tout à fait pertinentes et tout à fait importantes. Alors, la facilité d'accès, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Vous allez sur le net, vous tapez statistiques d'assurance maladie, vous allez chercher, vous n'allez rien comprendre, mais c'est ouvert. Bon. Parce que pour comprendre, il faut être au moins chirurgien orthopédiste au minimum et avoir une petite idée de l'épidémiologie. Parce que si vous ne connaissez pas le codage de l'acte, vous avez la racine 8C, je sais pas quoi, enfin bon bref, ou NCBA 004 par exemple. Donc vous avez le codage de l'acte, le codage de la pathologie. Et il faut essayer de marier les deux pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc on peut faire ça assez facilement, à deux. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on peut aller chercher tous les actes et le faire. Bon. Alors ensuite, donc j'ai répondu à ta question. La première. Oui. La deuxième. Est-ce que c'est précis? Non, c'est pas précis. C'est pas précis, pourquoi? Parce que d'abord, les numéros de code sont pas assez précis. Ceux qui ont fait la CCM aujourd'hui, cette CCM, on aurait dû la réviser, mais on l'a pas fait suffisamment. Donc le codage des actes, mais je pense que pour toutes les spécialités, c'est la même chose, ne sont pas suffisamment précis aujourd'hui. Alors, si on veut suivre un implant aujourd'hui, on ne peut pas. Les registres, comme l'a dit Jean-Pierre, la Sofcote, ça fait plus de 10 ans qu'on a essayé de mettre en place un registre, ça marche pas. Il y a 5 à 10% des chirurgiens qui y vont. Si on veut que ça marche, il faut le rendre obligatoire en France, c'est-à-dire il faut le coupler au remboursement. Pas difficile, pas de codage, pas de remboursement, terminé, voilà. Ça, c'est la première chose. Mais après, c'est pas parce qu'on le code au remboursement et qu'on code, faut-il encore bien coder pour pouvoir retrouver l'implant et le suivre. Donc pour retrouver l'implant et le suivre, il faut affiner les codages de pathologie, il faut changer les codes, parce que les codes de reprise, c'est assez grossier. Donc on ne sait pas exactement pourquoi on l'a reprise, c'est reprise, on l'a changé. Donc il faut affiner les codes. Donc il y a un travail actuellement qui est en train de se faire entre la Sofcote, le ministère, plus ou moins l'assurance maladie, là-dessus, pour essayer d'affiner les codes. Il y a un moyen pour reconnaître les implants, il y a un code barre avec une douchette. Donc à partir du moment où on rend ça obligatoire, et c'est pas difficile de mettre le code barre avec la douchette dans le bloc opératoire, et on peut suivre l'implant XY, ça c'est pas un problème, mais il y a quand même un danger à ça. Le danger à ça, on le voit quand même, enfin un danger ou pas un danger, ça dépend si on se place du côté du praticien ou du côté du patient. En Scandinavie, on dit « Ah ben vous n'allez pas dans ce centre-là, parce que là, franchement, ils n'ont pas de bons résultats. » Donc il vaut mieux aller à l'hôpital Y plutôt qu'à l'hôpital X pour vous faire opérer. Puis là, la prothèse qu'ils utilisent là, dans l'hôpital X, il y en a 3, mais il y en a une qui ne donne pas de très bons résultats. Donc il faut demander
aux praticiens. Donc vous imaginez les discussions, comment ça se passe, etc. Alors un petit pays qui est gros comme une région française, comme le Danemark ou la Suède ou la Norvège, ça va. En France, il y a 66 millions d'habitants, ça commence à devenir beaucoup plus complexe. Et imaginez ces discussions avec la mobilité des populations. Donc je pense que c'est souhaitable, il faut le faire, parce que si on veut vraiment suivre les implants et détecter les mauvais implants, et dans les pays scandinaves, ils sont capables de dire au bout de 3-4 ans, la courbe s'effondre, tel implant, il faut l'arrêter parce que ça ne marche pas. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est vraiment très important. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Voilà, je pense avoir répondu aux questions que tu m'as posées. La salle. Bien, merci Jacques, merci Jean-Pierre. Y a-t-il des questions? Oui, merci pour votre exposé. Moi, je suis admiratif par la fiabilité quand on voit sur cette décennie l'évolution des résultats. J'ai dirigé pendant une quinzaine d'années à Nancy l'Institut des biomatériaux et j'étais en poule avec l'école des mines et de métallurgie. Et l'AFSAP, l'Agence française de sécurité sanitaire, nous avait demandé à l'époque de faire l'autopsie métallurgique de plus d'une centaine de prothèses de hanches disponibles sur le marché français à l'époque. Inutile de vous dire qu'on avait trouvé des catastrophes métallurgiques et je voulais savoir, avec la vue de vos chiffres, si spontanément vous aviez fait le ménage dans cette population énorme de prothèses qui étaient commercialement disponibles. Aujourd'hui, il y a le marquage. Je réponds à chaque question. Hein. Il y a le marquage CE, donc théoriquement, il y a des normes. On ne peut pas sortir de ces normes. Donc, on ne voit plus de catastrophes métallurgiques, sauf peut-être on verra débarquer un jour des prothèses chinoises en acier mou de Salvador Dali. Peut-être, je ne sais pas, mais comme ça montre molle. Mais voilà, là, c'est sûr qu'il y a deux types. En Inde, là, j'ai vu, il y a effectivement deux types d'implants. Il y a des implants pas chers pour les Indiens, puis d'autres qui sont un peu plus chers pour la classe aisée, d'ailleurs, qui est de 200 millions aujourd'hui d'habitants en Inde. Donc, c'est quand même pas rien du tout. Bon. Donc, de ce côté-là, le ménage a été fait et on ne voit plus de catastrophes. Les catastrophes, c'est plus dans la conception et dans les groupes de friction. C'est là, par exemple, on est revenu à des concepts, on savait très bien que ça ne marchait pas. La prothèse de Mackie, dans les années 60, grosses têtes métal-métal, on les a toutes changées. Bon, on est revenu à des grosses têtes métal-métal pour éviter que ça se luxe. D'accord? Mais là, on a créé de nouvelles pathologies avec des pseudotumeurs, des pathologies extrêmement complexes. Donc moi, je pense que les catastrophes, elles sont plus dans la conception des chirurgiens et le retour à des conceptions qui n'étaient pas bonnes, qu'on a essayé de réactualiser. Voilà. Ensuite, les fractures de tige. Alors, j'ai vu un dossier hier où il y a un patient qui porte plainte contre le fabricant pour une fracture de tige. C'est une carboule, d'ailleurs. On sait très bien que ça casse pas. Mais bon, il avait mal depuis de nombreuses années, il y avait 20 ans de recul, probablement qu'elle était un peu décellée, donc vous pouvez mettre la tour Eiffel, hein, de toute façon, si la tour Eiffel est bien fixée en bas et puis qu'en haut ça fait comme ça, un jour elle finit par se casser, donc c'est la même chose. Donc, pour répondre à votre question, des catastrophes métallurgiques, il n'y en a plus, je crois pas. Claudie Elpo. Jacques, bravo pour ton travail qui est énorme compte tenu de la difficulté de l'interprétation des données. Je voulais te poser plusieurs questions. La luxation, c'est effectivement l'obsession du chirurgien, parce que c'est dans l'immédiat, ça se passe très rapidement, et ça impacte directement sa réputation, en gros. Alors que l'usure, le décèlement à 8 ans, 10 ans, 15 ans, c'est beaucoup plus dilué. Ma question est la suivante. Les doubles mobilités ont été beaucoup posées pour cette raison-là, chez des sujets jeunes. Est-ce qu'on peut déjà voir quelle est la répercussion sur l'usure précoce qui va augmenter le nombre de reprises? La deuxième question, c'est sur les genoux. Le surpoids, tu as raison Jean-Pierre, c'est vraiment la cause principale de la gonarthrose, mais est-ce que dans le nombre de prothèses, dans la convergence des courbes, il n'y a pas aussi le fait que les États-Unis n'ont pratiquement jamais utilisé à une grande échelle l'ostéotomie tibiale, alors qu'en France, il y a eu beaucoup d'ostéotomie tibiale de fait avec des bronchites intérieures, et qu'en est-il actuellement de la proportion ostéotomie-prothèse de genoux? Bon, je pense que je peux te répondre à ces deux questions. La première, je sens poindre ton intérêt pour l'usure de la double mobilité avec les travaux que tu as menés sur la RSA pour essayer de valider ça.
ça s'use un tout petit peu la double mobilité, mais pas plus que le prothèse standard, pas plus. Et c'est une usure qui est un peu plus complexe parce que c'est une usure tridimensionnelle, étant donné qu'il y a plusieurs surfaces. Voilà. Mais franchement, ça s'use pas plus, voire moins. Voilà. Et tous les travaux qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire l'étude des explants, on a regardé, en gros, on a à peu près la même usure volumétrique que pour une prothèse standard, qui est aux alentours de 40 à 50 mm3 par an d'usure volumétrique de polyéthylène. En gros, c'est ça pour l'instant. Voilà. Et ça à 15 ans de recul. Bon, c'est déjà pas mal. On a déjà une petite idée. En ce qui concerne la luxation, effectivement, la luxation, les mentalités ont changé. Il y a 20 ans, une prothèse se luxait, le chirurgien arrivait, il engueulait le malade en disant « Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Je vous ai mis une bonne prothèse, vous êtes luxé, vous ne pouvez pas faire attention. » Maintenant, c'est plus comme ça. Hein. C'est le malade qui vient qui dit « Oh, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Ben, je vous ai fait confiance. Hein. Vous m'avez mis quoi comme prothèse? Comment ça se fait qu'elle saute ?» Donc, le discours est complètement inversé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les chirurgiens supportent plus le problème des luxations. Et ce problème des luxations a fortement diminué. Là, on le voit. Et en France, aujourd'hui, il y a 40% des chirurgiens qui mettent la double mobilité en primaire et 66% qui les mettent dans les révisions. Et on voit, quand on regarde tous les registres du monde entier, que la luxation est la cause la plus importante de reprise de prothèses de hanche aujourd'hui dans le monde. Donc là, je réponds à ta question. En ce qui concerne PTG versus ostéotomie, les ostéotomies sont en train de s'effondrer en France et les PTG sont en train de monter. Donc je réponds à ta question. On en fait pratiquement plus. Quand on faisait 10 ostéotomies pour 3 PTG, aujourd'hui on fait une ostéotomie pour 20 PTG à peu près, quoi. C'est à peu près de cet ordre-là. Voilà. Voilà, je crois qu'il va falloir arrêter là cette discussion, sauf s'il y a encore une question. Je te remercie pour tous les chiffres que tu nous as donnés. Moi, je crois au registre, parce qu'on a appris beaucoup sur les registres, mais évidemment, il faut que les chirurgiens soient très disciplinés. Ma question porte sur la relation. Qu'est-ce que tu penses, sur le plan des chiffres, entre prothèses dites conventionnelles et resurfaçage, tel qu'il réapparaît depuis quelques années? Et deuxièmement, c'est un point sur les luxations. As-tu vu beaucoup de luxations intraprothétiques de double mobilité? D'accord. Luxation intraprothétique. Alors, je vais commencer par la deuxième. Luxation intraprothétique, pour moi, c'est un concept qui n'existe plus. C'est un problème d'usure au niveau de la troisième articulation, c'est-à-dire au contact entre le polyéthylène et le col de la prothèse. C'était dans le vieux concept de Bousquet, parce qu'il avait une tige qui n'était pas très bonne. Son idée était excellente, mais sa pièce fémorale était désastreuse. Donc ça s'est usé à ce moment-là. Il n'y en a pratiquement plus. Alors après, il y a des problèmes d'anneaux de diamètre, différence de diamètre entre le diamètre de la tête et le diamètre de la cupule pour que ça rentre et que ça reste bloqué dedans. Il faut qu'il y ait au moins un différentiel d'1 millimètre pour que ça tienne bien. Puis il y a des problèmes d'élasticité du polyéthylène. C'est pour ça qu'on discute beaucoup aujourd'hui sur les polyéthylènes hautement réticulés, chauffés, parce qu'ils sont moins élastiques, sont plus durs et est-ce qu'ils ne vont pas entraîner des luxations intraprothétiques. En ce qui concerne le resurfaçage, quand j'étais chef de clinique, mon patron m'avait dit « Tu vas chez Wagner, tu vas apprendre les doubles cupules. Hein, toi, tu as connu ça dans ton service avec Voyot. Moi, j'étais revenu, j'étais le spécialiste de la double cupule. On collait ça à tout le monde. Alors, un malade qui avait... Le dogme, c'était 65 ans. Après 65 ans, prothèse de hanche. Avant 65 ans, double cupule. Les doubles cupules, on les a toutes reprises entre 5 et 10 ans. Hein, toutes. Donc, et les problèmes, c'est pas parce qu'on a amélioré les matériaux et qu'au lieu de faire du resurfaçage avec du polyéthylène mince, on l'a fait avec du métal, etc., les problèmes de voie d'abord, de fracture du col, de nécrose de la tête, c'est toujours les mêmes. Donc on savait très bien que ça, de toute façon, il y avait un pourcentage d'échecs, on pouvait faire ce qu'on voulait, on avait toujours ce même pourcentage. Deuxièmement, ils ont mis du métal-métal là-dedans, avec des grosses têtes, avec beaucoup de débris, et c'est devenu une vraie catastrophe. Alors, il y a encore un type comme McMinn, aujourd'hui, qui publie des bons résultats. Moi, je ne sais pas. Il y a toujours des exceptions en chirurgie, des gens qui font un truc. Chez les autres, ça ne marche pas. C'est lui, ça marche. Je ne sais pas. Mais en gros, tout le monde est en train d'arrêter ça. Et il faut, en France, je crois qu'il y a 1 ou 2 centres qui ont l'autorisation de faire du resurfaçage. Voilà, merci Jacques. Je crois qu'on va arrêter là cette discussion. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que chaque fois qu'on trouve un procédé pour améliorer une prothèse de hanche, on crée un autre problème, ce qui explique que c'est interminable, l'histoire des prothèses, et vous en entendrez encore parler dans les années à venir. Merci aux 2 orateurs de la qualité de leur exposé.